Si l'opération lancée par Serge Oboa pour mettre un terme au grand banditisme en République du Congo suscite des vives réactions négatives au sein de la population, notamment sur les exécutions arbitraires et sommaires des présumés coupables. La question reste à savoir qui est le commanditaire de cette opération qui viole en substance tous les textes de loi et conventions signées par la République du Congo à l'international. Serge Oboa a été visiblement piégé par son mentor. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a pressenti ce dernier comme potentiel tiers à un coup d'État contre son régime. Le dictateur congolais, connaissant les règles du pouvoir, a décidé de salir Serge Oboa avant de s'en débarrasser, comme nous l'avons observé en Afrique, mais surtout au Gabon voisin. Écoutons l'analyse sans concession de Maître Anissé Poitiers. Bien voilà, Maître Poitiers-Amar, quelle lecture peut-on faire, une lecture bien sûr, du point de vue juridique, peut-on faire de cette opération avec le recul? Bon, sur cette question, il y a plusieurs aspects. Il y a la lecture juridique, certainement, mais encore plus important, la lecture sociologique et anthropologique. Mais pour prendre les choses par le bon bout, il faudrait commencer par poser le problème tel qu'il existe dans la société, parce que cette opération vise à résoudre un problème de grand banditisme et de grande criminalité qui s'était développé dans la société. Donc, ces problèmes-là, il faudrait reconnaître qu'il fallait les résoudre. Une société ne peut pas se complaire du banditisme et de la criminalité. Donc, il fallait les résoudre parce que chacun des citoyens congolais a droit à la tranquillité d'une part, mais aussi à la sécurité et surtout à la sûreté de sa personne. Donc, dès lors qu'il se développe un phénomène de grande criminalité, pas seulement de banditisme ou de criminalité, mais de grand banditisme et de grande criminalité, il incombait à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour faire face à la situation. Maintenant, ce qui est en train de se faire, est-ce que c'est la réponse la plus appropriée de l'État? En termes de méthode, certainement non. Parce que vous vous souviendrez que sur votre plateau, plus d'une fois, j'ai parlé de la décrépitude de l'État, du dépérissement de l'État et qu'il n'en restait plus qu'une façade institutionnelle. Et ici, quand vous regardez, vous recherchez quelle est l'institution qui est en mouvement. Et vous avez du mal à trouver l'institution en question parce qu'en termes d'État, quand il se produit ce type d'opération, vous pouvez opérer une traçabilité pour dire qui est en train d'agir et comment. L'État est un ensemble de règles. Et lorsqu'il procède, de par ces règles, on peut trouver l'organe qui est en opération et selon quelle forme de procédure cet organe est en train d'agir. Ici, le problème que nous avons, c'est un problème de criminalité. Alors, comment est-ce que l'État agit en matière de criminalité? Il agit selon le code de procédure pénale. C'est ça son instrument. Donc, il a la capacité de répression, il a le droit de réprimer, mais il ne réprime pas n'importe comment. Il agit selon le code de procédure pénale. Or, ici, on voit que le procureur de la République, qui est le maître d'œuvre de la mise en mouvement de l'action publique, est totalement absent de cette opération. On voit plutôt l'armée en action. Et quelle armée? Une unité particulière, un corps particulier de l'armée qui est en action. Or, la particularité ici, c'est que l'armée n'est pas un corps civil. Or, la société est civile. Donc, lorsque l'incivil, ce qui n'est pas civil, vient à la rencontre de ce qui est civil, c'est un moment spécial dans la société, dans la vie de la société. C'est la rencontre entre
ce qui n'est pas dans la société, donc qui doit être en dehors de la société, parce que l'armée est un corps en dehors de la société. Donc quand ce corps-là vient dans la société, il ne peut pas venir n'importe comment. C'est pour ça que dans les règles dont je parlais tout à l'heure, l'armée ne peut se mouvoir à l'intérieur de la société que par des procédures spéciales et exceptionnelles, notamment la réquisition de l'armée. Donc, oui, pardon. Le président de la République a des pouvoirs discrétionnaires, mais pas en cette matière. En matière de sécurité, il n'a pas de discrétion en tant que tel parce que les outils d'intervention sont tous encadrés. Ils sont d'une part légiférés, d'autre part réglementés. Et donc, il ne peut pas agir comme dans une cour ouverte où il n'y a pas de limite. Je vous disais que l'armée en tant que corps spécial ne vient pas dans la société n'importe comment. Soit l'armée est appelée, donc il y a une réquisition formelle qui est nous avons adopté en imitant la France, et il ne faut pas imiter n'importe comment. Donc en imitant, on a adopté des lois sur la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs de l'État. On a créé une préfecture de Brazzaville et il y a une mairie de Brazzaville. Donc, quand l'armée, qui est un corps étranger à la préfecture de Brazzaville et à la mairie de Brazzaville, entre dans la circonscription de Brazzaville pour opérer des opérations, le préfet doit avoir pris des actes. Le maire de la ville doit être informé de la situation. C'est pour ça que je vous parlais de la réquisition. L'un des moments particuliers où l'armée peut intervenir, c'est lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public d'un niveau exceptionnel. Donc, l'ordre public n'existe plus. Ce n'est pas seulement le trouble, mais l'ordre a disparu. Parce que quand l'ordre est troublé, c'est la police ou la gendarmerie qui interviennent. Mais lorsque l'ordre n'existe plus, donc la police et la gendarmerie interviennent pour maintenir l'ordre avant qu'il n'éclate. Il faut le maintenir. Mais lorsque l'ordre a totalement disparu, à ce moment, l'armée vient pour le rétablir. Donc, pas le maintenir, mais le rétablir. Et pour qu'il vienne en rétablissement, permettez-moi de finir, monsieur. Oui, je vous en prie, oui, on va avancer, oui. Pour que l'armée vienne rétablir, à ce moment, il y a une réquisition. Donc, ce corps est appelé de façon formelle, il y a une réquisition pour qu'il vienne rétablir. Dans cette affaire, je n'ai jamais entendu parler de réquisition de qui que ce soit pour que l'armée intervienne. Et d'autre part, si l'armée, dans un cas où il y a une menace imminente, par exemple, du dysfonctionnement des institutions publiques, qu'il y a une insécurité d'un niveau particulier, une menace grave à la sécurité nationale ou à l'intégrité du territoire, on peut à ce moment-là décréter l'état d'urgence, qui est une autre modalité permettant à l'armée d'intervenir. Or, ces deux cas de figure n'ont pas été évoqués dans cette circonstance, donc il n'y a pas eu une situation où l'ordre public aurait disparu dans Brazzaville et qu'une réquisition a été prise pour que l'armée intervienne. Il n'y a pas eu un décret d'état d'urgence pour que l'armée intervienne. Donc, que font les uniformes dans les rues? On est là dans le désordre. Les arguments avancés par Maître Anissé Poitiers sont sans appel. Serge Oboa s'est inscrit dans l'arbitraire, mais surtout dans la violation flagrante des textes de loi régissant la lutte contre le grand banditisme en République du Congo. Serge Oboa, qui a un niveau d'études approximatif, s'expose à des poursuites judiciaires pour violation des conventions sur la dignité humaine, pour violation du code pénal en vigueur en République du Congo. D'ailleurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, aussi rusé qu'il soit, a pris le soin de ne pas produire un document avalisant cette opération honteuse.
L'actuel président du Sénat a d'ailleurs produit une intervention publique, insidieuse, riche de vérité. Pierre Ngolo a implicitement condamné cette opération, contrairement à l'interprétation faite par les non-sachants. La quiétude des citoyens est de plus en plus menacée par des gangs communément appelés bébés noirs ou Kuluna. Tenant compte de la traque lancée contre ces derniers, Pierre Ngolo a salué cette initiative. Ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé, ni relativisé. Car il n'est pas seulement un problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond, celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. Il appelle donc une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République. Évoquant la présidentielle de mars 2026, il a invité les Congolais à faire de cette échéance un moment de consolidation de la paix et de la démocratie, et non celui des invectives, comme on peut le constater via les réseaux sociaux. Sous les traces de Denis Sassou Nguesso, Pierre Ngolo a salué toutes les initiatives qui concourent à l'établissement ou à la restauration de la paix par le dialogue. Pierre Ngolo n'est pas tombé des dernières pluies. Apprenez à lire entre les lignes. Il se protège tout en gardant ses distances vis-à-vis de cette opération impopulaire, dénoncée à l'international. Serge Oboa a été piégé. Il sera supprimé dans l'avenir. Denis Sassou Nguesso n'a aucune immunité pour se protéger contre tous ces crimes qui violent l'essence même des accords dont la République du Congo est signataire. Comprendra qui pourra. Donc, ils s'amusent, ils essaient de faire de la masturbation intellectuelle, mais ce parti, je dis au peuple congolais, à mes militants, qu'il n'ait pas peur, parce que ce parti va un jour être jugé. Les membres de ce parti, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être jugés. Il y aura un jour au Congo un procès du type Nuremberg, parce que ces gens, ce qu'ils font au Congo, c'est pire que ce que les nazis ont fait dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour contrecarrer cette décision? Ben, écoutez, nous allons déjà utiliser les médias pour expliquer ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Congo. Nous allons faire les recours, même si on sait que ça va pas aboutir. Nous allons aussi voir avec nos collègues du Rassemblement des Forces du Changement si on peut faire un message avec des signatures conjointes pour expliquer. Et nous qui sommes en Europe, nous allons essayer de faire un peu le tour pour expliquer, pas pour avoir leur avis ou leur autorisation, mais juste pour qu'ils soient au courant de la dérive autoritaire que prend le pouvoir en place. Voilà.